Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce sixième Monday Sécu. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Houssem Zeri, consultant en sécurité des systèmes d'information chez Proxiad et je travaille sur la sécurité applicative, le security by design et également les tests d'intrusion. Donc, les Monday Sécu remplacent les Proxy Mondays pendant toute la période estivale. Donc, il s'agit des présentations sur plusieurs vulnérabilités web et systèmes avec une partie théorique et une autre partie pratique. Donc, on utilise des fois des labs déjà prêts avec de la plateforme Portswigger. Donc, Portswigger, c'est l'éditeur de la solution de test d'intrusion Burp Suite. D'autres fois avec des classes ou des fonctions vulnérables créées lors de la présentation ou lors de la démonstration pour les exploiter par la suite. Donc, je commence toujours par présenter la vulnérabilité théoriquement, la façon avec laquelle le hacker ou l'attaquant peut exploiter cette vulnérabilité, son impact et des mesures de protection. Et je finis la présentation par une démo technique pour montrer comment un utilisateur malveillant peut exploiter cette faiblesse, voilà, pour effectuer son attaque sur l'application. Je fais un petit récap des présentations précédentes. Donc, on a commencé le 6 juillet par la vulnérabilité numéro 8 dans le top 10 de l'OASP de 2017, qui est la désérialisation non sécurisée. Donc, on a vu ensemble comment exploiter une fonction de désérialisation vulnérable pour avoir des fichiers sensibles enregistrés sur le serveur d'application. Donc, durant cette présentation, nous avons créé ensemble la fonction vulnérable et également le code d'exploitation pour exploiter cette fonction. Pardon. Donc, le 13, c'était la vulnérabilité SSRF et on a vu ensemble comment exploiter la relation de confiance, on va dire, entre le serveur de l'application et d'autres serveurs pour avoir une sorte de données confidentielles. Le 20, on a traité la vulnérabilité XXE et on a vu comment accéder à des fichiers en utilisant ce qu'on appelle les entités externes de XAML. Le 27 juillet, c'était une introduction aux attaques XCSS. Donc, on a vu ensemble comment détecter la présence de ces failles dans les applications web et de plusieurs techniques de l'OASP pour remédier à cette vulnérabilité, comme par exemple la validation des entrées. La semaine dernière, on a vu ensemble la vulnérabilité numéro 3 dans le top 10 de l'OASP, qui est l'exposition des données sensibles. Et nous avons résolu ensemble plusieurs labs pour justement couvrir la plupart des scénarios d'attaque possibles pour exploiter cette vulnérabilité. Donc, tous les replays, normalement, sont disponibles sur la chaîne YouTube de Proxiad. Ok, donc la présentation d'aujourd'hui, c'est sur la vulnérabilité numéro 5 du top 10 de l'OASP de 2017, qui est le Broken Access Control, ou contrôle d'accès non sécurisé. Donc, cette vulnérabilité a souvent un impact critique sur les applications web parce qu'elle traite un mécanisme très, très sensible qui est les droits et les accès. Dans le cas normal, un utilisateur légitime doit accéder qu'aux données on va dire les emplacements autorisés dans l'application. Et la moindre erreur dans ce processus de gestion des accès peut rendre l'application vulnérable et créer une faille avec un impact technique et commercial critique. Ok, donc le sommaire, comme d'hab, je commence par présenter la vulnérabilité, l'impact, quelques mesures de protection, et on passe directement à la démonstration technique. Ok. Donc, pour commencer, je vais juste introduire la notion de contrôle d'accès et les différents modèles de contrôle d'accès. Donc, le contrôle d'accès est l'application d'un certain nombre de contraintes sur qui ou quoi peut effectuer des actions ou accéder des ressources à l'application. Donc, dans le contexte des applications web, le contrôle d'accès dépend de l'authentification et la gestion des sessions. Donc, l'authentification identifie dans un premier temps l'utilisateur et confirme qu'il est bien celui qui va effectuer l'action. Et la gestion des sessions identifie les demandes de HTTP ultérieures faites par ce même utilisateur. Et donc, le contrôle d'accès détermine si l'utilisateur est autorisé à effectuer l'action qu'il tente de réaliser en fait.
Et du point de vue de l'utilisateur, les contrôles d'accès peuvent être classés en trois catégories. Donc, les contrôles d'accès verticaux, les contrôles d'accès horizontaux et les contrôles d'accès qui dépendent du contexte. Donc, pour les contrôles d'accès verticaux, sont des mécanismes qui limitent l'accès à des fonctionnalités sensibles qui ne sont pas disponibles pour d'autres types d'utilisateurs. Donc, avec ce type de contrôle d'accès, différents types d'utilisateurs ont accès à différentes fonctions de l'application. Par exemple, un administrateur peut modifier ou supprimer le compte de n'importe quel utilisateur, alors qu'un utilisateur ordinaire ou normal n'a pas accès à ces actions. Donc, les contrôles d'accès verticaux peuvent être de mise en œuvre comme des modèles de sécurité pour appliquer les politiques commerciales, par exemple, ou le principe de moindre privilège. Donc, les contrôles d'accès horizontaux sont des mécanismes qui limitent l'accès aux ressources des utilisateurs qui sont spécifiquement autorisés à accéder à ces ressources. Donc, avec les contrôles d'accès horizontaux, différents utilisateurs ont accès à on va dire, sous-ensemble de ressources du même type. Je vous donne un exemple, une application bancaire qui permet à un utilisateur de voir juste la transaction et voilà, effectuer des paiements à partir de son propre compte, mais pas à partir des comptes, du compte d'un autre utilisateur. Le troisième type sont les contrôles d'accès, on va dire, selon le contexte, qui limitent l'accès aux fonctionnalités et aux ressources en fonction de l'état de l'application ou l'interaction de l'utilisateur avec celle-ci, avec l'application. Par exemple, un simple exemple, un site web, par exemple, ou un site de vente en ligne peut empêcher les utilisateurs, par exemple, de modifier le contenu de leur panier après avoir effectué, par exemple, leur paiement. OK, donc les Broken Access Control, donc c'est une faille de sécurité web très, très courante et souvent critique. Donc, la conception et la gestion des contrôles d'accès est un problème complexe et dynamique qui applique des contraintes commerciales et organisationnelles à la mise en œuvre technique de l'application. Donc, en général, les décisions relatives à la conception des contrôles d'accès sont prises par on va dire des humains, des personnes, et non pas par la technologie elle-même. C'est pour ça que le risque d'erreur est souvent élevé. Et donc, en exploitant cette faille, un utilisateur peut avoir accès à la fonctionnalité admise, par exemple, au sein de l'application. Et du coup, il peut contrôler l'application et même voir les données des autres utilisateurs au sein de cette application. Et voilà, c'est pour ça que l'impact de cette vulnérabilité est toujours, dans 90% des cas, l'impact est critique. OK, donc comme je viens de le dire, l'impact de la vulnérabilité Broken Access Control est souvent critique. Donc, l'impact technique est que les attaquants agissent comme des utilisateurs ou des administrateurs en utilisant des fonctions privilégiées, donc en créant ou en supprimant des données dans l'application. Généralement, l'impact commercial dépend des applications et la nature des données qu'elle traite l'application, si c'est des données sensibles ou pas sensibles. OK, donc la vulnérabilité de contrôle d'accès peuvent généralement être évitées en mettant en place ce qu'on appelle l'approche de défense en profondeur et en appliquant un certain nombre de mesures de protection. Par exemple, à titre d'exemple, je vérifier et tester de manière approfondie le contrôle d'accès pour s'assurer qu'il fonctionne bien ou comme prévu. Obliger, entre parenthèses, on n'oblige jamais, mais voilà, sensibiliser plutôt, former les devs, les développeurs à déclarer l'accès autorisé pour chaque ressource et voilà, refuser l'accès par défaut. Journaliser les échecs du contrôle d'accès et alerter les administrateurs, par exemple échecs répétés. Et à la fin, refuser l'accès par défaut pour chaque ressource non publique. OK, donc ça c'est pour la présentation. Maintenant, on va passer à la démonstration, comme d'habitude. OK.
Aujourd'hui, j'ai choisi des labs qui ne sont pas très, très compliqués. Donc, ce sont des labs faciles normalement à exploiter pour justement bien comprendre la notion de contrôle d'accès et comment peut-on contourner cette fonctionnalité. Ok, donc dans le cas simple, ce qu'on appelle le privilege escalation ou l'escalade de privilèges, je crois que ça se dit comme ça en français, survient lorsqu'une application n'applique pas ou n'applique aucune protection sur des fonctionnalités sensibles. Par exemple, des fonctions admin peuvent être liées à partir de la page d'accueil d'un administrateur, mais pas à partir de la page d'accueil d'un utilisateur. Mais un utilisateur peut simplement accéder aux fonctions administratives en naviguant directement sur l'URL de l'administrateur concerné. En fait, elle peut être accessible à tout utilisateur et pas seulement aux utilisateurs admin qui ont le lien avec la fonctionnalité dans leur interface utilisateur. Dans certains cas, l'URL admin peut être publiée à d'autres endroits, par exemple dans le fichier robots.txt, ce qui est le cas de ce premier lab. Et même si l'URL n'est pas affichée et n'est pas divulguée quelque part, par exemple dans le fichier robots, un attaquant peut utiliser une liste démo pour brute forcer l'emplacement de la fonctionnalité sensible qui est /admin. Donc voilà, on va accéder au lab. J'espère que la connexion va. Je partage d'écran de mon téléphone. Ok, donc ça va. Ok, donc il nous dit quoi? Ouais, ok, donc on va accéder au fichier qui est robots.txt. Et là, il nous affiche l'administrateur panel, le lien vers la fonctionnalité admin qui n'est pas dans ce lab, n'est pas protégé par aucun mécanisme d'authentification. Ok, donc on va faire comme ça. On va accéder à l'admin, un lab très très simple, et on va supprimer l'utilisateur Carlos pour résoudre le lab. Et voilà, le premier lab a été résolu. Ok, donc ça c'est pour le premier lab. Le deuxième lab ressemble trop en fait au premier lab, mais la fonctionnalité admin ne le cite. Pareil que le premier lab ne cite aucun mécanisme d'authentification, mais la différence est que le lien vers cette fonction sensible se trouve dans le code source de l'application et non pas dans le fichier robots.txt, ce qu'on va voir ensemble. Je crois qu'on l'a fait déjà ce lab avec la divulgation des informations sensibles au sein de cette Data Expo de la semaine dernière. Donc on va accéder au lab et on va accéder au code source de l'application. On va trouver la fonctionnalité admin qui est dans le code source de l'application. Ok, donc afficher le code source et on trouve ici la fonctionnalité dans un script JavaScript. Ici, donc on va prendre le lien vers cette fonctionnalité. On va essayer d'accéder directement ici. Donc, comme d'hab, aucun mécanisme d'authentification n'est requise. Et pour résoudre le lab, on va faire pareil, supprimer l'utilisateur Carlos. Et voilà. Ça, c'est pour le deuxième lab. Le troisième lab. Ok, c'est quoi? User Role Control. Ok. Ok, donc en fait, certaines applications déterminent les droits d'accès ou le rôle de l'utilisateur lors de la connexion, puis stockent ces informations dans un emplacement contrôlable par l'utilisateur. Par exemple, un champ caché ou un cookie ou un paramètre d'une requête. Et l'application prend ensuite des décisions de contrôle d'accès en fonction de la valeur envoyée. Donc cette approche n'est pas du tout sécurisée car un utilisateur peut simplement modifier la valeur et accéder à des fonctionnalités auxquelles il n'est pas autorisé, comme par exemple la fonction admin. Ce qu'on va voir dans ce troisième lab. Ok. C'était. Ok, donc on va accéder. Il nous dit quoi? Oui, puis une app pour s'identifier, un utilisateur normal.
tu peux désactiver ta... Ouais, c'est bon. Ok. Euh, ok. Donc, on va activer l'interception. On va utiliser Burp pour intercepter la requête. Et on va voir ensemble ce que ça donne. Ok, donc on envoie comme d'hab à Repeater. Repeater, c'est la fonctionnalité de Burp qui permet de voilà, jouer avec les requêtes, les modifier et voilà, réaliser des attaques. On va essayer d'accéder à la fonctionnalité /admin. Il nous dit que voilà, on peut pas accéder à la fonctionnalité parce qu'ici, si vous voyez la variable admin est en false, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ça, ce paramètre en true, et on va réessayer. Et du coup, là, on a accès à la fonctionnalité admin. Donc, ce qu'on va faire pour résoudre le lab, on va supprimer l'utilisateur qui est Carlos. Et donc voilà, normalement, le lab a été résolu. Donc voilà, résolu le lab. Ok, ça c'est pour le lab 4. Ok, donc pour le quatrième, ça c'était le 3 ou 4? Non, c'était le troisième. Là, on va passer au quatrième lab. Donc dans ce quatrième lab, il ressemble trop au troisième, mais ici l'application utilise des ID pour séparer entre les rôles de chaque utilisateur. Par exemple, les utilisateurs normaux du site de ce site ont un ID égal à 1, alors que les admins ont un ID égal à 2. Donc pour résoudre le lab, on va modifier cet ID et rajouter ce paramètre associé dans la requête HTTP. Donc on va accéder au lab ensemble. Utiliser le même compte pour accéder à l'application avec un compte normal. Picard. Ok. On va juste je vais là. Compte. Et là, pour afficher la bien, on va envoyer une requête de changement d'adresse mail. Je vais mettre n'importe quoi, par exemple. Ici, je vais intercepter la requête avec Burp. Et je fais comme ça. Ici, j'envoie un repeater et j'envoie la requête. On voit bien le paramètre role qui est égal à 1 parce que c'est normal, c'est un utilisateur normal, c'est pas un administrateur dans le site. Ce qu'on va faire, nous, on va prendre ce paramètre, on va l'injecter dans le JSON ici avec, en modifiant le role ID à 2. Et on va envoyer la requête. Donc, vous voyez très bien que ça a été bien modifié, le rôle ID. Ici, on va essayer d'accéder à la fonctionnalité admin. Donc, j'ai loupé un truc. En fait, avec l'ID 1, on aurait pu essayer d'accéder à la fonctionnalité admin, mais ça ne va pas marcher parce que c'est un utilisateur normal qui est identifié avec un ID qui est égal à 1. Donc, normalement, on peut pas accéder à la fonctionnalité admin avec l'ID 1. Ici, on a modifié l'ID qui est égal à 2. On va essayer d'accéder à la fonctionnalité admin. On envoie la requête et on est bon. Donc, ce qu'on va faire comme là, on va supprimer l'utilisateur qui est Carlos pour résoudre le problème. Carlos. Et là, on est bon, l'utilisateur a été supprimé, donc on a résolu le lab. Donc, cinquième lab, je crois que ce cinquième lab aussi, on l'a déjà fait pendant la présentation de la semaine dernière. Donc, je vous explique. Donc, généralement,
dans les applications web, le profil d'un utilisateur dans une application contient des informations, on va dire, sensibles, comme par exemple son adresse électronique ou son numéro de téléphone, etc. Donc, mais vu que les utilisateurs n'ont normalement accès qu'à leur propre page de compte, donc ça ne représente pas une vulnérabilité, cette information. Mais certains sites web contiennent des failles de logique qui permettent potentiellement à un attaquant d'exploiter ces pages et de voir les données d'autres utilisateurs. Donc, ce qu'on va faire, ici, il nous demande d'avoir le key, enfin le API key de l'utilisateur Carlos pour résoudre le lab. Donc, ce qu'on va faire, on va s'authentifier en tant que winner, account login, Python, et on va intercepter la requête avec burp. Ensuite, ok, interceptor. Non, c'était pas ça ce que je voulais intercepter, c'était le my account qui contient les informations sensibles. Ok, donc j'envoie à repeater, et ici j'envoie, et donc je retrouve le API key de winner, donc, ce qui est normal parce qu'on s'est authentifié avec l'utilisateur winner, donc on peut avoir ce genre d'information qui est sensible. Maintenant, si on modifie le paramètre à l'autre utilisateur Carlos, on va voir ce qu'on va trouver. Donc si on modifie juste l'ID, donc si la fonction de contrôle d'accès n'est pas bien implémentée, donc on peut avoir l'accès à des informations confidentielles de l'utilisateur comme ce key-là de l'API. Donc on va juste copier cette clé pour résoudre le lab, et on va l'envoyer pour voir si ça a bien fonctionné ou pas. On voit. Ça n'a pas marché. Ok. Donc, oui, c'est bon, parce que l'interception a été encore activée. Ok, donc ça, c'était pour le cinquième lab. On va passer au sixième lab, qui est un petit peu plus difficile, mais ça reste encore très, très simple à réaliser. Donc, je vous explique. Donc, certaines applications appliquent des contrôles d'accès en limitant l'accès à l'URL et à la méthode HTTP spécifique en fonction du rôle de l'utilisateur. Par exemple, une application peut configurer des règles pour refuser, par exemple, les /admin dans l'URL ou peu importe. Donc, ces règles refusent l'accès à la méthode par exemple, post sur les URL qui est /admin. Et cette règle s'applique, par exemple, c'est un groupe bien déterminé. Donc, par exemple, sur le groupe commerce ou le groupe RH, ils ne peuvent pas accéder à cette fonctionnalité. Mais en appliquant cette fonctionnalité ou comment dirais-je, cette méthode, plusieurs choses peuvent mal tourner dans cette situation, ce qui entraîne des contournements de la fonctionnalité de contrôle d'accès. Donc, dans certaines applications qui prennent en charge des entêtes HTTP non standards et qui peuvent être utilisées pour remplacer l'URL dans la requête originale, comme par exemple le X original URL ou le X-write URL. Donc, si un site web utilise des contrôles pour limiter l'accès en fonction des URL, mais que l'application permet de contourner l'URL via une entête de requête, par exemple comme X original URL, il est donc possible de contourner le contrôle d'accès. Donc, voilà ce qu'on va voir dans ce dernier lab. Ok, donc on va accéder, voilà, on va utiliser cette fonctionnalité pour contourner le mécanisme de contrôle d'accès. On va essayer juste d'accéder à la fonctionnalité /admin, voir si on est
on est bloqué ou pas. Et on ne peut pas ici parce que voilà, on utilise l'URL normal. Ok, donc on va intercepter la requête par burp suite proxy intercept. Il ne demande pas de se quantifier. Ah non, non, pas du tout. Ok, ok, donc on va envoyer un repeater et on va essayer avec /admin ici. Et il nous dit access denied, donc on ne peut pas accéder à cette fonctionnalité. Ce qu'on va faire, on va rajouter le X, le paramètre X original URL qui permet de justement modifier, enfin remplacer l'URL. On va l'injecter dans la requête. Je vais l'injecter ici. On va mettre, par exemple, et on va voir ce que ça va donner. Je supprime ça. Il nous dit not found. Ok, donc ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre à la place de invalide, on va mettre le fonctionnalité /admin ici dans le X original URL, la fonctionnalité celle-là, pas dans la requête get. On va envoyer ça et du coup là on a accès à la fonctionnalité admin en utilisant ce paramètre X original URL. Donc ici ce qu'on va faire pour résoudre le lab, on va rajouter le delete. Il va nous indiquer qu'il faut mettre le username qu'on doit supprimer. On va le mettre ici. Donc, username. Voilà. On envoie la requête. Et normalement, on est bon. Ok, donc c'est bon. Je reviens à la présentation. Je vous ai mis voilà, les captures d'écran avec une petite description à gauche pour chaque lab. Et aussi, je vous ai mis aussi quelques ressources voilà, de l'OASP. Vous pouvez utiliser la plateforme Portsfigure, elle est gratuite hein, pour vous entraîner voilà, si vous êtes intéressé par la sécurité applicative ou ce genre de truc, vous pouvez utiliser cette plateforme-là. Donc voilà, la présentation d'aujourd'hui est finie. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Les micros sont activés, vous pouvez poser vos questions ou vous pouvez même écrire dans le chat. Je vais voir le chat en même temps. Alors, question pratique par rapport au lab précédent. Là, effectivement, à chaque fois, on te voit taper des commandes pour supprimer les utilisateurs, etc. Et là, dans le tout dernier lab, on t'a vu mettre effectivement le username à un certain endroit. Oui. Alors, effectivement, ça paraît, effectivement, vu comme ça paraît tout à fait normal, mais est-ce que ces paramètres-là auraient pu être mis ailleurs dans la requête ou c'est forcément ici que ça se met et on va dire comment savoir que ça se met bien ici, ce paramètre? Est-ce qu'il y a des aides au niveau du lab qui permettent de dire OK, bah c'est tel paramètre que vous devez appliquer, vous devez plutôt le mettre là ou pas? Voilà. Est-ce que ça aurait pu, par exemple, se mettre directement? Est-ce qu'on aurait pu combiner la commande tout simplement dans le get en envoyant tout directement? Alors, je ne sais pas si c'est... Je t'explique. Donc, en fait, la fonctionnalité qui est déjà, c'est décrit dans le lab. Je retourne l'énoncé du lab. Il faut utiliser le X. Slash, donc ici, là, je reviens dans bord. C'est ce qu'on ne peut pas faire dans l'URL, ce qui est interdit dans la règle, c'est ça. C'est /admin /delete. Ça, on ne peut pas le mettre dans l'URL directement parce qu'il y a une règle, comme une règle firewall, qui interdit ce genre d'entrée.
C'est pour ça que je l'ai mis ici. Et après, tout ce qui est mis dans l'URL normal, ça peut passer. Donc, il y a une règle qui désactive, enfin, qui bloque toute entrée qui contient cet ensemble de chaînes de caractères. Voilà, Donc, c'est effectivement ce que tu expliquais précédemment. Et il y a une protection qui a été mise pour dire on bon, supprime tout ce qui est slash admin, enfin on le bloque. bon, En revanche, il y a on va dire une petite backdoor qui permet d'utiliser ce petit paramètre-là, le XO Originate, et du coup ça te permet de bypasser cette partie-là et de rajouter on va dire un contenu dans l'entête et finalement qui permet de compléter on va dire la commande que tu aurais pu envoyer complètement finalement dans le get. Finalement, elle est séparée en deux. On va dire que la commande cachée en backdoor, bah, tu l'as fait passer via ce paramètre dans l'entête et qu'ensuite tu rajoutes on va dire les paramètres supplémentaires directement dans le get, quoi. c'est exactement ça, c'est tout à fait ça. Voilà. Je peux rien rajouter, tu as tout expliqué d'une façon parfaite. Ok, donc il y a Geoffrey qui nous pose une question. Merci. Du coup, OASP recommande des solutions techniques pour le stockage des données d'authentification au niveau du cookies. Autre que, je ne sais pas, je ne peux pas te répondre, mais j'ai le lien avec enfin, je vais accéder au lien avec toutes les techniques proposées par l'OASP pour prévenir, enfin, pour voilà, prévenir ce genre de vulnérabilité. C'est là, c'est la liste de tout. Tu peux trouver tout. C'est celui-là. Voilà, ce lien liste toutes les mesures de protection contre les broken access control. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse. Je compte pour vous, hein, je compte sur vous sur des suggestions de sujets ou de vulnérabilités à traiter. Et je vous dis à lundi prochain. Profitez bien de vos wagons si vous n'avez pas encore fait. Et puis, bonne soirée tout le monde. Et à lundi Merci prochain. beaucoup. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Salut. À bientôt.